Aujourd'hui, on va parler donc d'élasticité isotrope, anisotrope, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'isotropie transverse. En fait, l'isotropie transverse, je vais donner sa définition tout de suite. Qu'est-ce que c'est que l'isotropie transverse? Eh bien, c'est un milieu continu élastique, donc ça c'est la moindre des choses, et avec une seule direction d'anisotropie. Bon, on commence doucement. Après, on fera une plus grande généralité, mais en fait, c'est intéressant de traiter ce cas particulier d'une seule direction d'anisotropie pour voir en fait comment on traite les anisotropies en général. Quelles sont les variables d'état tensorielles d'abord? Alors, objectif, je le rappelle, c'est nécessaire parce que ça, c'est indispensable pour pouvoir traiter la thermodynamique correctement. C'est-à-dire que les fonctions d'état, et notamment donc l'énergie libre, seront des fonctions isotropes, ce qui va nous permettre de ramener les variables tensorielles à des variables scalaires. Hein? Bien. Donc, il y aura forcément la température. Bon, ça, c'est imposé par le second principe. Un tenseur de déformation. Ici, je vais choisir B parce que ce n'est pas particulièrement amusant de transformer, de passer d'un tenseur à l'autre, etc. On a fait ça pour l'élasticité isotrope, mais ici, je vous le laisserai le faire si vous avez envie d'utiliser un autre tenseur de déformation, mais c'est de la pure algèbre, ça ne fait que transformer des formules. Une direction d'anisotropie. Alors, qu'est-ce que c'est une direction d'anisotropie? C'est simplement une direction. Donc ici, on prendra un vecteur unitaire, petit n, et en fait, je prendrai plutôt un tenseur du second ordre qui est uniaxial unitaire, qui est donc petit nt tensoriel petit nt. Ça réduit les écritures parce que, en fait, le tenseur du second ordre que je viens de donner, qui est uniaxial, eh bien, celui-là est insensible à l'orientation du vecteur unitaire. C'est-à-dire que vous remplacez nt par moins nt et ça ne change rien. Donc, c'est en fait l'outil tensoriel adapté pour parler des directions non orientées dans l'espace. Hein? Voilà. Et pour une direction d'anisotropie, on se moque totalement de l'orientation de cette direction. Donc, en fait, vous verrez que dans les formules, en fait, c'est grand nt qui apparaît plus commodément. Hein? Voilà. On aura forcément réduit cet ensemble de variables d'état tensorielles objectives. L'objectivité de nt et de grand nt, ça a été montré en cinématique. Hein? Donc, on aura la température, bien sûr. Pour représenter le tenseur de déformation, on aura les trois invariants du tenseur de déformation, donc pour la trace, le deuxième invariant et le déterminant. Hein? Et ensuite, les invariants de nt. Mais les invariants de nt, en fait, il n'y en a pas qui soient véritablement des variables d'état. On a vu en cinématique que grand nt avait trois invariants qui valaient respectivement 1, 0 et 0. C'est-à-dire que ce n'est pas des variables. Hein? En revanche, il va y avoir des invariants croisés qui vont représenter l'orientation de la direction actuelle nt par rapport au tenseur de déformation, c'est-à-dire par rapport aux axes principaux du tenseur de déformation. Hein? Donc ça, vous devez vous référer, pour me croire sur ces deux invariants, vous devez vous référer à la démonstration sur les fonctions isotropes que j'ai donnée à la fin du cours sur les tenseurs, sur l'analyse tensorielle, hein, où quand on est en présence donc d'un tenseur et d'un vecteur, ou bien d'un tenseur et d'un tenseur uniaxial, eh bien ce sont ces deux invariants-là qui interviennent pour donner la position la position angulaire de la direction d'anisotropie par rapport aux directions de déformation. Hein. Bon, donc voilà. Et donc, pour réduire les écritures, ces deux invariants-là, je vais les noter I1b et I2b. 1 et 2, c'est fait référence au degré de b dans l'invariant. Et puis, j'ai mis un petit b quand même pour dire que c'était avec le tenseur de déformation b. Hein, et qu'évidemment, ça change des choses avec les autres tenseurs de déformation. Donc, je le répète, I1b et I2b reflètent l'orientation relative de la direction d'anisotropie par rapport au tenseur de déformation. Hein? Et donc cette orientation relative, c'est bien un invariant, puisque en fait, quand vous changez d'observateur, c'est-à-dire que vous faites tourner ces tenseurs, eh bien leur orientation relative ne change pas. Hein? Voilà. Alors, les dérivées particulières des invariants, ça c'est de la pure cinématique.
je rappelle, je rappelle pas, je cite ces formules qui sont démontrées dans le PDF, hein, il faut aller voir les démonstrations, c'est du calcul algébrique tout simplement. Hein. On calcule les dérivées particulières, donc vous avez un I.1b, hein, qui s'exprime comme ça, hein, et puis le deuxième, c'est un peu plus long, ça s'écrit comme ça, c'est de la cinématique élémentaire, hein, et la démonstration est donnée dans le polycopier, je ne vous inflige pas ce calcul. Hein, mais on va s'en servir tout à l'heure puisque ce sont les dérivés des invariants qui interviennent dans l'expression de la dissipation. Bien. Alors, commençons par la relation de Helmholtz. Ça fait la troisième fois qu'on en parle de la relation de Helmholtz. On en a parlé pour les fluides, on en a parlé pour les solides élastiques isotropes, et vous voyez que ça apparaît encore une fois, suivant en fait le même type de raisonnement, vous allez voir. Hein. Voilà, donc l'expression de l'énergie libre, elle est fonction des invariants que je viens de donner tout à l'heure. Hein, donc B1, B2, B3, T, B1, B2, B3 et I1, B, I2B. Hein, donc il y a a priori 6 variables d'état scalaire indépendantes, c'est-à-dire que pour définir un état, on a bien une valeur arbitraire pour chacun de ces invariants. Hein, température arbitraire, tenseur de déformation arbitraire et orientation de la direction d'anisotropie arbitraire par rapport au tenseur d'orientation, par rapport au tenseur de déformation. Donc la dérivée particulière, elle est là, hein, et vous voyez bien que j'ai les B.1, B.2, B.3 là, qui sont les dérivées particulières des invariants principaux, je les ai déjà donnés en élasticité isotrope, et puis les dérivées particulières des deux derniers invariants, c'est les formules que j'ai données dans la page précédente. Comment s'écrit la dissipation intrinsèque? Ça, c'est la formule générale de la dissipation intrinsèque, hein, dans laquelle il faut remplacer psi point par sa valeur, et voilà ce que ça donne. Hein, donc j'ai juste remplacé psi point par sa valeur, et j'ai groupé les termes en t points et les termes en 2 points d. C'est juste un groupement algébrique. Et donc, le terme que vous avez là, vous pouvez constater qu'il n'est pas fonction de t points. C'est la constatation importante. Et la dissipation intrinsèque doit être nulle, quel que soit t points. C'est-à-dire quelle que soit la vitesse d'échauffement, c'est-à-dire on dit quelle que soit d'ailleurs l'évolution en général, et en particulier, quel que soit t points. Hein, c'est-à-dire qu'on a le droit d'échauffer ou de refroidir un matériau à n'importe quelle vitesse. D'accord? Voilà. Donc si phi1 égale 0, quel que soit t points, eh bien ça entraîne que le facteur de t points est nécessairement nul, hein, puisque c'est une fonction d'état qui n'est pas fonction de t points. Hein, donc puisque c'est une fonction d'état, hein, eh bien ce terme-là est nécessairement nul. En fait, ce raisonnement, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Hein, et ça se répète encore une fois ici. Et donc c'est intéressant de voir qu'en élasticité isotrope ou non, ou j'aurais même pu dire dans les fluides simples, hein, eh bien la relation de Helmholtz c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'énergie libre et l'entropie massique. Vous voyez, c'est donc en fait, il suffit pour déterminer un milieu continu isotrope transverse, eh bien il suffit de définir une seule fonction d'état. Si vous avez psi, par exemple, vous en déduisez S avec cette relation, et quand vous avez psi et S, vous avez E, puisque E est égal psi moins TS. Voilà. Bon, donc une seule fonction d'état suffit à déterminer le modèle. Hein? Bien. Donc c'est encore vrai. Alors généralisez pas trop vite, parce qu'en inélasticité, ça ne se passera pas forcément aussi bien. Hein? Bon. Donc la loi de comportement mécanique, eh bien, elle se déduit de la dissipation intrinsèque. Vous allez avoir la dissipation intrinsèque qui se réduit à ça, c'est-à-dire j'ai enlevé le terme en t points puisque le facteur est égal à 0 à cause de la relation de Helmholtz, hein, et il ne me reste que ceci, où j'ai les dérivées particulières des invariants, j'ai donc B.1, je vous rappelle la formule en même temps, là comme ça, c'est donc 2B, 2.D, hein, mais je vais grouper tout de suite, B.2, eh bien, c'est cette formule-là, c'est des formules que j'ai déjà données en cinématique, hein, dérivées du deuxième invariant. Et B.3, donc c'est celui-là. Donc là, j'ai mis la première partie. Hein, et il y a un deuxième bout pour la dérivée particulière de I1b, que vous voyez en rouge là-haut.
je recopie la formule que j'ai donnée tout à l'heure, et la dérivée particulière de I de B. Donc voilà l'expression de la dissipation intrinsèque lorsque la relation est de Helmholtz est vraie. Et la relation est vraie puisque je l'ai démontré déjà tout à l'heure. Donc en fait, cette dissipation intrinsèque, puisqu'on est en... Alors j'ai oublié, pardon, excusez-moi, de rajouter le terme sigma 2.d, qui était au bout là-bas. D'accord? Bien. Donc finalement, que dit l'élasticité, isotrope ou non? Eh bien, on a dit que quel que soit D, la dissipation intrinsèque s'écrit sous la forme d'un tenseur grand T. Je n'ai pas mis d'accolade, mais en fait, c'est tout ce qui est 2.d, grand T 2.d. Et ça doit être égal à 0, quelle que soit l'évolution, c'est-à-dire ici, quelle que soit la vitesse de déformation. Et donc, on en déduit que grand T est égal à 0. Et donc, si je fais grand T égale 0, donc grand T, imaginez, je ne l'ai pas écrit exactement, c'est tout ce qui est en facteur de 2.d, d'accord? Eh bien, j'en déduis, je rappelle aussi la conservation de la masse pour remplacer les ρ, et donc j'en déduis que le comportement, eh bien, c'est l'expression de sigma, la voilà, elle est tirée de ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire que j'ai mis dans le grand T, il y a tout, tout ce qui est en grand 2.d, je tire sigma, et voilà la loi de comportement. Vous voyez? Alors, vous voyez que la loi de comportement en anisotropie, elle est un petit peu plus lourde qu'en isotropie. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça. Et encore, là, c'est de l'isotropie transverse. Vous reconnaissez quand même que le premier morceau, c'est semblable à la loi de comportement isotrope. Semblable seulement. Méfiez-vous, n'oubliez pas que l'énergie libre, donc le Fψ, est différent. C'est-à-dire que c'est fonction de tous les invariants, y compris donc des invariants croisés. Mais enfin, la formule est la même. La différence n'apparaîtra que quand on donnera un Fψ, déjà défini. Et là, vous avez la deuxième partie où on voit intervenir les dérivés par rapport aux deux invariants croisés, donc dI1b est dérivé par rapport à I de B. Et donc là, vous avez ces termes supplémentaires. Et ils sont un petit peu lourds parce que l'expression est comme ça. Vous avez la dérivée particulière des invariants croisés qui est un petit peu plus lourde à écrire que la précédente. Bon, voilà. Donc, l'expression de la loi de comportement mécanique. Donc, en fait, vous voyez que, à part le fait qu'il y a un terme supplémentaire et parce qu'il y a des invariants supplémentaires par rapport auxquels il faut dériver l'énergie libre, eh bien, la construction est absolument identique. Donc, vous avez devant vous la forme générale de toutes les lois de comportement isotropes transverses, exprimées avec le tenseur B. Avec un autre tenseur, ça serait différent parce que les dérivés des invariants seraient différents. Mais à condition d'avoir donné une expression de l'énergie libre physiquement motivée. Vous voyez? Donc, vous voyez, ce n'est pas plus compliqué. Le raisonnement est toujours le même. Il reste à donner la fonction d'état énergie libre de Helmholtz. Celle-là, eh bien, il faudra la construire avec une méthode similaire à celle que j'ai donnée en élasticité isotrope. Bon. Alors, vous pourrez l'écrire avec d'autres tenseurs de déformation. Je ne vais pas vous le faire ici parce que ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Simplement, j'en ai développé quelques-unes dans le PDF avec le tenseur de déformation V, qui est la racine de B. Et puis, j'ai dû le faire aussi avec epsilon V pour que vous retrouviez des formules qui ressemblent à ce que vous pouvez trouver dans la littérature. Voilà. Mais c'est vraiment de l'algèbre et ça ne présente aucun intérêt particulier. Bon, il suffit de regarder comment on passe d'un tenseur à l'autre et c'est tout. Voilà. Bon. Alors, je voudrais attirer votre attention sur un point particulier, c'est la déviation des directions d'anisotropie. En effet, quand on traite de l'anisotropie, dans beaucoup de bouquins, je ne citerai pas les noms parce que c'est enregistré, eh bien, les directions d'anisotropie sont considérées comme fixes. Et donc ça, c'est quelque chose qui me semble bizarre, parce qu'en fait, c'est de la cinématique élémentaire. Les directions d'anisotropie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des directions matérielles, et on sait calculer la déviation des directions matérielles dans une déformation avec des formules que j'ai données en cinématique. Donc,
On n'a pas le droit de dire qu'une direction d'anisotropie, elle n'a pas changé de direction. Elle a changé de direction. La direction initiale et la direction actuelle ne sont pas les mêmes. Hein. Bon, bien. Donc ce sont des directions matérielles et dans un mouvement, elles sont déviées comme n'importe quelle direction matérielle. Hein. Que ce mouvement d'ailleurs soit déformant ou non. Hein. Par exemple, si vous faites une forte flexion, la direction matérielle a évidemment changé, qu'elle soit d'anisotropie ou pas d'ailleurs. Hein. Bien. Rappel de cinématique. Donc si petit n est une direction matérielle, eh bien, dans tout mouvement, voilà la relation qui donne la direction actuelle par rapport en fonction de la direction initiale. Ça, c'est une formule que j'ai établie en cinématique, hein, que je ne fais que rappeler ici. On peut donner la formule inverse aussi, c'est-à-dire que si on a la direction actuelle, eh bien, on peut donner la direction initiale. Bon, voilà, c'est des formules de cinématique. Simplement, je vais particulariser pour les expérimentateurs dans un mouvement particulier qui est le mouvement de glissement. Vous vous rappelez, j'ai déjà dessiné ce mouvement de glissement, c'est l'essai de cisaillement, on l'appelle aussi comme ça, hein, parce que c'est couramment utilisé en expérimentation, et donc c'est intéressant d'avoir des formules plus particulières pour ce mouvement de glissement. Hein. Bon, sinon vous avez la formule générale ici. L'avantage de l'essai de glissement, c'est qu'on en connaît la cinématique, c'est-à-dire que le grand F est facile à calculer. Et donc à ce moment-là, le détail, le calcul du grand F, etc., tout ça, c'est précisé dans le polycopier. Simplement, ah ben non, je le donne ici, excusez-moi, j'avais oublié. Voilà le champ qui me donne la position actuelle en fonction de la position initiale. Hein, vous vous rappelez, on rajoute un gamma x02, un gamma proportionnel à x02. Vous voulez peut-être une figure ou non? Oui, je peux le dessiner, allez. Voilà. Donc, voilà un observateur. Si vous prenez un point, une particule, hein, qui est ici dans cet observateur et que vous imposez sa position actuelle, eh bien, la formule que j'ai donnée au-dessus représente, voilà le vecteur déplacement, hein, et donc la position actuelle, c'est x0 plus quelque chose qui est proportionnel à x02, c'est-à-dire proportionnel à l'abscisse, c'est-à-dire que les déplacements ont cette forme. D'accord? Voilà. Bon, alors donc, voilà la position actuelle en fonction de la position de référence. J'ai oublié peut-être de préciser E1 ici et E2 ici pour que ça soit parfaitement clair. Et donc, le grand F, ça c'est un petit exercice, vous calculez le gradient de la position actuelle, hein, comme d'habitude. Le grand F, c'est ça. Et puis, je signale aussi que le F-1, c'est ça aussi. C'est-à-dire que le gamma, j'ai oublié de le préciser sur la figure, vous savez, hein, c'est la pente le coefficient de proportionnalité entre le déplacement et l'abscisse. Bon, voilà. Et l'ordonnée. Voilà. Donc, voilà. Donc, la cinématique me dit que si la direction d'anisotropie est dans le plan E1, E2, ce sera les conditions d'essai dont on aura besoin, hein, alors elle reste dans le plan E1, E2. D'accord? Donc vous pourrez le vérifier. Hein. Donc si je note bêta, l'angle E1 avec la direction d'anisotropie, donc soit initialement avec bêta 0, soit actuellement avec bêta t, hein, eh bien les relations entre les angles polaires, les voilà. Donc l'inclinaison de la direction d'anisotropie en fonction de l'inclinaison initiale, c'est un arc tangente, hein, qui se calcule avec le gamma. D'accord? Et ceci modulo pi, bien sûr, puisque c'est un arc tangente, c'est compris entre 0 et pi. Hein. Et le bêta 0, la formule inverse, c'est celle-là. Donc ça, c'est des formules qui sont des applications de la formule générale dans une cinématique particulière, qui est très utilisée en expérimentation, et donc c'est des formules utiles directement exploitables. Vous voyez? Bon, alors en général, quand on fait une expérimentation, on connaît les directions d'anisotropie initiale, mais c'est plus difficile de regarder quelle est leur position après déformation, hein, et donc on peut les calculer avec cette formule-là dans cet essai. Hein. D'accord? Voilà. Bien. Donc dans un mouvement de glissement, on sait évaluer
les invariants croisés actuels, I1x et I2x, bon, I1b ou I2b, ici si on prend B, en fonction de la direction initiale d'anisotropie. D'accord? Même si ça rend les formules compliquées, on peut le faire, c'est comme ça. Hein. Donc il n'y a aucune raison de dire qu'ils sont immuables, hein, c'est-à-dire les directions d'anisotropie ne changent pas. Hein. Notamment, quand il y a plusieurs directions d'anisotropie, on parle quelquefois d'orthotropie. L'orthotropie, ça voudrait dire que les directions d'anisotropie sont initialement orthogonales, mais dans un mouvement de déformation, elles ne restent pas orthogonales. Donc ça ne présente pas beaucoup d'intérêt en fait. Hein. Bien. Alors, on a fait le comportement mécanique à partir de la dissipation intrinsèque. On va regarder maintenant la dissipation thermique, hein, qui elle n'est pas nulle, hein, elle est toujours non négative, et voir comment peut être le comportement thermique d'un milieu anisotrope, enfin disons, oui, anisotrope. Alors, il est tout à fait possible, en fait, de prendre la loi de Fourier. Elle est thermodynamiquement admissible, c'est-à-dire que si vous prenez la loi de Fourier, il n'y a aucun souci, vous allez avoir une dissipation intrinsèque qui va être non négative, puisque, bon, bah, vous avez... Q égale moins alpha gradient T, vous faites scalaire gradient T, scalaire moins gradient T, et vous trouverez une dissipation. Simplement, cette loi n'est pas forcément physiquement raisonnable. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que le courant de chaleur qui résulte d'un gradient T donné est indépendant du milieu, de l'anisotropie du milieu. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que la conduction de la chaleur dans le sens des fibres se fait de la même manière que perpendiculairement aux fibres. Vous voyez? Ou si vous pensez à un milieu lamellaire aussi, c'est pareil. Hein, perpendiculairement aux lamelles, est-ce que la conduction de la chaleur se fait de la même manière que dans les lamelles? Vous voyez? Donc ça, c'est des choses... On a le droit de prendre ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire quelque chose d'absurde, ce n'est pas thermodynamiquement absurde, mais c'est physiquement peu raisonnable. D'accord? Bon, alors donc... on va normalement construire une loi de conduction thermique qui est anisotrope. Hein. Alors un exemple que je propose, je crois que je l'ai déjà proposé dans le cours général sur les équations. Hein. On va écrire que Q, c'est moins alpha 1, et puis dans le facteur de alpha, vous trouvez nt.gradt.nt, vous reconnaissez que c'est la partie de gradient de t qui est dans la direction d'anisotropie. Hein, d'accord? Nt scalaire grad t porté par nt. Hein, donc, et puis le reste, c'est-à-dire que vous avez la partie transverse du gradient de t. Vous prenez gradient de t et vous enlevez sa partie dans la direction d'anisotropie, d'accord? Et vous regardez le reste, d'accord? Donc en fait, le premier vecteur, là, il est parallèle à nt par définition, hein, et le deuxième vecteur, c'est le complément de grad t qui n'est pas perpendiculaire qui est perpendiculaire à nt. D'accord? J'ai décomposé gradient t en fait en une partie suivant la direction d'anisotropie et une partie perpendiculairement à la direction d'anisotropie. Vous voyez? Donc ça, c'est une loi de comportement isotrope transverse qui est nettement plus raisonnable que la loi de Fourier. Hein, c'est-à-dire qu'on dit, ah oui, dans la direction d'anisotropie, la chaleur ne va pas se transmettre aussi facilement ou plus facilement, hein, que dans les directions transverses. Donc ça dépend des matériaux. Hein, je ne peux pas répondre d'avance, hein, comme ceci. Alors les alpha 1, donc c'est a priori fonction de la température, forcément, hein, théorème des fonctions isotropes, de la norme de grade G. Alors, si c'est fonction de la température, oui. La conductivité thermique en fonction de la température, c'est quelque chose de courant. Hein. C'est-à-dire que, encore que, bon, dans les catalogues, on vous fait croire que c'est constant, quelquefois. Hein. Ensuite, la norme de G1, là, on dirait, ah bah oui, la loi de conduction n'est pas linéaire, c'est-à-dire que ça dépend de la norme du gradient dans la direction de l'anisotropie. Et puis, a priori aussi, peut-être, de x1, x2, x3, c'est pas interdit. On peut mettre les variables d'état en plus. Hein. C'est pas stupide de penser qu'une conduction thermique dépend de la déformation. Hein. C'est-à-dire que si vous tirez sur une éprouvette, vous éloignez les atomes les uns des autres, hein, dans la direction de traction, et il se peut que la conduction de la chaleur ne soit pas favorisée à cause de ça.
Donc, a priori, je mets x1, x2, x3, les trois composantes du tenseur. Ça dépendra de la déformation, a priori. Hein. Et pourquoi pas aussi des invariants croisés, c'est-à-dire de la direction de G1 par rapport à la direction d'anisotropie, c'est-à-dire donc, enfin par rapport aux déformations. Hein. Donc la direction d'anisotropie par rapport aux déformations. Alors, bon, bien sûr, vous n'êtes pas supposé qu'une loi de comportement avec autant d'arguments existe, ça suppose aussi qu'il faut faire énormément d'expériences pour l'identifier. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez tester, par exemple, la conduction de la chaleur en fonction de la déformation, c'est évidemment une expérience pas commode à faire, mais si vous pensez que ça en dépend, il faut le faire. C'est indispensable. Vous voyez? Bien, avec alpha 2, eh bien, c'est la même chose, mais avec G2. Donc, vous voyez que les lois de conduction, dès l'instant où on a des anisotropies, et puis qu'on veut tenir compte de l'anisotropie, et peut-être de la déformation, et peut-être de l'orientation par rapport à la déformation, vous voyez que ça peut donner un nombre d'arguments importants, hein, que vous décidez, lorsque vous faites vos expériences, de dire, ben non, celui-là joue aucun rôle, etc. Ça, c'est un problème de construction de modèle. Vous décidez que c'est constant ou pas constant, ou ça dépend de quoi. Bon, souvent, ça devrait dépendre de la température. Peut-être un peu plus rarement de la norme de G, c'est-à-dire la norme du gradient considéré, hein, enfin la partie du gradient considéré, et puis peut-être les autres. En tout cas, c'est intéressant, ce théorème des fonctions isotropes, c'est qu'il nous dit de quoi ça peut dépendre de manière systématique. Vous voyez? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que ça dépend de l'âge du capitaine, non, c'est ces lois-là et pas autre chose. Vous voyez? Voilà, alors bien sûr, quand on fait des modèles, on essaye de limiter le nombre d'expériences pour identifier la loi de conduction thermique, et donc on dit, ah ben, on va supposer que ça ne dépend pas de la déformation, ou ça, etc. Ça, c'est vous que ça regarde. Hein. Mais a priori, on a ça au moins, au plus et au moins. D'ailleurs, on a ça au plus, pardon. Hein. C'est-à-dire qu'on peut en supprimer, hein, mais on ne peut plus en rajouter. Bon, alors, ils ne sont pas tous nécessairement présents, c'est vous que ça regarde. Alors, je dois reconnaître que quand on regarde les catalogues de matériaux ou les bouquins de constantes de physique, etc., en général, les conductivités thermiques sont données comme des constantes. Ou quelquefois, on vous dit, ah oui, pour une évolution entre 0 et 100 degrés, eh bien, la conductivité thermique, c'est ça. Et puis entre 0 et 200 degrés, c'est une autre. Donc en fait, ce qu'on fait, au lieu de donner, je ne comprends pas pourquoi on fait aussi compliqué, hein, au lieu de donner une courbe, voilà, de la conduction thermique en fonction de la température, donc on pourrait donner une courbe comme ça, eh bien non, on préfère vous donner cette pente-là, puis cette pente-là, puis cette pente-là, voilà, des choses comme ça. Entre 0 et... donc on donne la pente de la corde au lieu de donner la tangente. Bon, voilà, ben, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est mis comme ça dans les catalogues. Hein. Bon. Alors, quelquefois, pour construire des données correctes, on est obligé de reconstruire la courbe, en fait, pour donner une capacité thermique lorsque je suis ici, par exemple. Vous voyez? Bon, voilà, j'y peux rien, c'est souvent donné comme ça dans les catalogues. Bien. Donc, les fonctions alpha 1 et alpha 2 sont identifiées expérimentalement, hein, donc j'y peux rien, ou à idéaliser de manière physiquement sensée. Hein, c'est-à-dire que vous faites un peu moins d'expérience et vous dites, bon, ça ressemble à une loi simple et je mets la loi simple. Mais ça, c'est une idéalisation qui est sous la responsabilité du modélisateur. Bien. Alors, un point plus critique, donc, c'est les critères de limite élastique. Vous vous rappelez, en isotropie, j'ai donné quelques exemples de critères de limite élastique avec des motivations physiques, hein, parce que en fait, c'est toujours, quel que soit le milieu, des réarrangements de liaison qui se produisent, ou bien des ruptures de liaison. Hein. Bon, et on doit essayer de se protéger de ce genre de phénomène avec des critères macroscopiques qui ignorent les orientations cristallines. Donc on a toujours ce souci en fait, de construire un critère macroscopique qui ignore l'orientation et les structures microscopiques, et donc c'est forcément grossier.
Hein. Bon, alors donc ça, c'est inhérent à la mécanique des milieux continus. Hein. Bon, donc l'isotropie transverse, on peut avoir en tête que ça peut modéliser des matériaux fibreux, c'est-à-dire que le petit n, l'orientation de la direction d'anisotropie, c'est la direction de la fibre en cette particule, ou bien des milieux lamellaires, où alors l'orientation de la direction d'anisotropie, c'est perpendiculaire aux lamelles. Localement, hein, bien sûr, parce que les lamelles ne sont pas forcément planes, hein, il faut penser que c'est un milieu continu quand même. Alors, quelques critères possibles. Je vais en citer quelques-uns. Je donne des idées, mais pas plus. Hein. Alors, il y a quelques calculs de distorsion, etc., qui sont détaillés dans l'annexe. Voilà. Alors, critères, d'abord, on va poser qu'on va limiter la dilatation surfacique d'une facette matérielle dont la direction est la direction d'anisotropie. D'accord? Vous vous rappelez, définition d'une facette matérielle, hein, définie par sa normale. Eh bien, cette normale, c'est la direction d'anisotropie. D'accord? Et ce qu'on veut limiter, c'est la dilatation surfacique autour de cette direction d'anisotropie. D'accord? Hein? Et donc, on donne un KS limite qui est forcément expérimental, hein, celui-là. D'accord? Alors, ça protège contre les décollements de fibres, hein, puisque je limite la dilatation surfacique dans des facettes qui sont normales à la direction de la fibre, d'accord? Ou bien des cavitations dans les lamelles. Si je suis dans les lamelles, la direction d'anisotropie est perpendiculaire aux lamelles, je limite la dilatation surfacique dans le plan des lamelles. D'accord? C'est un premier critère possible. Bien. On peut aussi limiter la dilatation linéique, KL, hein, linéique, dans la direction d'anisotropie. D'accord? Donc ça veut dire que j'essaye de me protéger contre les ruptures de fibres ou bien les décollements entre lamelles. Vous voyez tous? Hein? Bon, deux critères. Après, on a vu que, en fait, pour les réarrangements de liaison, ce qu'il fallait regarder, c'était les distorsions, hein, soit angulaires, soit stériques. D'accord? Alors, donc, on va commencer par regarder les distorsions angulaires. Alors, ça, c'est une distorsion angulaire, mais particulière. J'ai mis un petit indice 1 ici pour expliquer que c'est une distorsion angulaire de maximale, d'abord, donc, de tous les couples de direction matérielle qui contiennent la direction d'anisotropie. Donc vous voyez la direction d'anisotropie, vous avez une infinité de directions matérielles orthogonales, initialement orthogonales à la direction d'anisotropie, hein, et parmi cette infinité, eh bien, vous avez une distorsion angulaire maximale, et c'est celle-là. D'accord? La formule que j'ai donnée là, elle est calculée dans le polycopier, mais vous voyez qu'en fait, ça n'est pas très compliqué parce qu'en fait, ça utilise le KL de n et le KS de n qui sont donnés au-dessus, hein, divisé par racine de B3, c'est-à-dire en fait la dilatation volumique. Hein. Et donc, voilà, on donne une limite à ces distorsions angulaires maximales, hein, dont une des directions est la direction d'anisotropie. D'accord? Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on appelle, on essaye de se protéger contre un truc qu'on appelle le délaminage de fibres, hein, c'est-à-dire que les fibres se délaminent, c'est-à-dire glissent par rapport à la matrice qui les entoure, vous voyez? Ou entre lamelles, pareil. Hein. Bon. Ensuite, la deuxième distorsion angulaire que j'envisage, c'est celle qui prend les directions initialement orthogonales, toutes les deux perpendiculaires à la fibre. D'accord? Donc la formule qui donne ce résultat, il est là, et on lui donne une limite aussi. Donc on limite en fait les distorsions angulaires dans des plans perpendiculaires à la direction de la fibre. Donc dans les lamelles, ou bien dans la matrice, mais voilà. Donc ça, c'est la plastification dans la matrice ou dans les lamelles. D'accord? Bien. Alors, voilà encore un autre critère qu'on peut limiter avec des valeurs expérimentales. Alors, ça peut paraître compliqué, hein? Alors, donc, il y a un moyen
qui est encore un petit peu plus grossier, mais qui nous garantit que ça va bien se passer dans tous les cas, c'est de prendre la distorsion stérique, quelles que soient les directions initialement orthogonales que vous preniez, comprenant ou pas la direction d'anisotropie. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, si vous limitez toutes les distorsions angulaires, eh bien, vous limitez les distorsions angulaires particulières que vous avez données. Donc, voilà un critère un peu plus simple à écrire, qui ne fait pas... En fait, c'est un critère isotrope, ça, qu'il est pas forcément stupide d'utiliser. Donc, une limitation de toutes les distorsions angulaires. Bon. Mais on a vu l'inconvénient des distorsions angulaires, c'est-à-dire que les distorsions angulaires maximales, elles sont atteintes par un seul couple de direction matérielle. Et donc on a peu de chances que ce couple de direction matérielle corresponde à des structures microscopiques. Alors, ça peut être intéressant, ça, ce genre de critères, dans les polymères où on n'a pas de cristaux, pas de grains, etc. Et donc les polymères sont quand même un peu plus... isotropes, les polymères anisotropes, il faut qu'ils soient renforcés avec des fibres. Bon, et puis après, vous avez les distorsions stériques. Alors, les distorsions stériques, je rappelle, donc, on analyse le ratatinage de 3 directions initialement orthogonales, et on regarde la variation de leur produit mixte. Alors, on commence par faire une dilatation maximale stérique lorsque l'une des 3 directions est la direction d'anisotropie. Et en fait, on trouve le même delta à max, c'est-à-dire qu'on trouve le même résultat que précédemment. Donc on limite les distorsions stériques dont une direction est la direction d'anisotropie. Vous voyez? Et puis, le critère qui n'est pas forcément stupide non plus, au lieu de limiter des distorsions stériques maximales particulières, c'est-à-dire contenant la direction d'anisotropie, eh bien, on a bien le droit de les limiter toutes, comme ça, on est un peu tranquille. Mais évidemment, ce critère est peut-être plus grossier que le précédent. Ça, c'est, vous voyez que tant qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe au niveau des microstructures, on est incapable, en fait, de décider parmi ces critères. C'est-à-dire peut-être qu'il faut en utiliser plusieurs, etc. Vous voyez? Ça, c'est un souci. Bon, mais c'est toujours le souci de la mécanique des milieux continus lorsqu'on veut donner des critères de limite élastique. On a même vu ces problèmes en isotropie aussi. Donc, on limite toutes les distorsions stériques. Voilà. Donc, contrairement à la conductivité, où ça ne paraissait pas physiquement raisonnable de prendre des critères qui soient... de prendre, des lois de conduction qui soient isotropes, ici, ce n'est pas forcément stupide de prendre des critères isotropes. En plus, je fais la même remarque qu'en isotropie, ces critères portent sur les déformations, pas sur les contraintes comme on a l'habitude de rencontrer dans la plupart des bouquins. Dans le principe, moi ça me paraît plus logique de donner des critères sur la déformation, d'autant que dans les bouquins où la loi de Hooke est câblée dans la tête, donner un critère sur la déformation ou donner un critère sur sigma, comme on a une bijection entre sigma et epsilon à cause de la loi de comportement de Hooke, c'est la même chose en fait. Sauf qu'on aime mieux parler des limites en mégapascal que de les donner en déformation, mais franchement c'est pareil. Bon, mais ici, comme on ne fait pas de petites déformations, il n'y a pas cette équivalence entre sigma et la déformation. C'est-à-dire que vous pouvez, à chaque déformation correspond bien un sigma, mais à chaque sigma peut correspondre plusieurs déformations différentes. Voilà. Bien. Et puis, bien sûr, vous avez les critères réglementaires. On a déjà discuté de ça. Mais ça existe dans la littérature, vous en verrez beaucoup, qui sont une protection juridique, pas vraiment scientifique, mais il faut respecter la loi aussi. Je suis désolé. Voilà. Bon, donc, vous voyez que les critères de limite élastique, il y a des gens qui préfèrent tenir compte de la fibre, il y a des gens qui n'en tiennent pas compte. Toutes ces choses sont complètement discutables et il faut savoir pourquoi c'est discutable. C'est parce qu'on fait de la mécanique des milieux continus et qu'on veut ignorer l'orientation cristalline des choses et donc ça ne nous apporte rien. Vous voyez? Bon. Voilà. Alors donc vous faites sur les critères, je ne me prononcerai pas. Il est sans doute prudent d'en vérifier plusieurs.
et aussi d'être en accord avec la loi actuelle. Parce que ça change souvent les normes. Voilà. Bien. Bon, alors, pour avancer un peu, je vais vous montrer que je vous ai dit tout à l'heure que la loi de comportement mécanique que j'ai donnée dépendait du choix d'un psi, donc du choix d'une énergie libre de Helmholtz, en fonction des variables d'état, donc qui sont ici la température, les trois invariants de la déformation et les invariants croisés qui donnent l'orientation de la direction d'anisotropie, I1, I1 et I2. Hein. Bon, alors on va en construire une en suivant grosso modo le même chemin, la même démarche que ce que j'ai expliqué en isotropie, sauf qu'on a des expériences en plus à faire parce qu'il y a des variables à faire. Il y a des variables internes, enfin non, pardon, des variables à ajouter. Donc vous avez TNB, et donc le problème, c'est d'essayer de limiter le nombre de variables. Alors, j'espère que vous vous souvenez, dans mon cours sur l'isotropie, j'avais construit un modèle que j'avais appelé TKV delta, hein, et alors que normalement il y avait B1, B2, B3, pour la déformation, j'en avais gardé que 2. Eh bien, je vais tâcher de faire la même chose, c'est-à-dire pour réduire le nombre de variables. Bon, c'est un choix. Hein. Donc, on va prendre T, on va prendre KV delta pour repérer, pour caractériser le tenseur de déformation, et donc, ça veut dire que lorsque je caractérise mon tenseur de déformation avec seulement 2 variables d'état au lieu des 3 invariants, ça veut dire qu'il y a une infinité de tenseurs de déformation qui ont le même KV et le même delta. Vous vous rappelez, ça revenait en fait à ignorer l'invariant grand B indice 2, le deuxième invariant, qui n'était pas pris en compte. Donc on considérait que tous les tenseurs de déformation, quel que soit leur B2, avec un B1 et un B3 différents, hein, étaient équivalents du point de vue de l'énergie libre. C'est-à-dire que c'est une variable d'état qui n'intervenait pas dans la fonction d'état. Hein. Alors, là, on fait le même choix. Sauf que maintenant, vous voyez bien que, puisque j'ai une infinité de tenseurs de déformation caractérisés avec KV et delta, et que je veux ensuite caractériser l'orientation de la direction d'anisotropie par rapport à cette infinité de tenseurs, il va falloir que je donne seulement une information partielle sur l'orientation. D'accord? Alors, donc je rappelle aussi au passage que KV et delta, je les ai choisis en fonction de la décomposition de toute déformation, d'une déformation sphérique et une déformation isovolume. Hein? Bon, eh bien, là, on va faire un choix d'une variable petit a que je vais définir tout de suite. Hein? Petit a, je l'ai appelé comme ça, comme variable d'anisotropie. Hein? Voilà. Alors voilà la définition de petit a. Petit a, c'est I1b, le premier invariant, hein, et divisé par kV à la puissance 2 tiers. Pourquoi je l'ai divisé par kV à la puissance 2 tiers? Ça représente toujours l'orientation de la direction d'anisotropie par rapport au tenseur de déformation, il n'y a pas de souci. C'est simplement que dans une déformation sphérique, cette variable vaut 1. Vous voyez, quelle que soit l'orientation. Donc ça m'intéresse pour la suite, c'est-à-dire que je pourrais faire varier petit a commodément. Donc en fait, ça reflète bien l'orientation, il n'y a pas de problème, hein, mais je l'ai divisé par kV à la puissance 2 tiers de façon à ce que petit a vaille 1 dans une déformation sphérique. Reste toujours égal à 1. Alors ça, vous pourrez le vérifier, c'est des petits calculs de cinématique. Hein. Donc c'est-à-dire B2.nt divisé par B3 à la puissance 1,5, j'exprime, donc ça se fait, donc petit a égale 1 dans toute déformation sphérique. C'est une propriété de ça. C'est-à-dire, bon, bah, c'était pas compliqué à trouver. Je me suis mis, tout à l'heure, je vais faire une séquence de déformation élémentaire, vous vous rappelez, hein, et je voulais que dans une déformation sphérique, cet invariant ne change pas. Hein. Donc j'ai calculé dans une déformation sphérique la valeur de petit a, j'ai vu que c'était kV à la puissance 2 tiers, je le divise et voilà. Donc maintenant, dans toute déformation sphérique, eh bien, vous vérifierez, c'est de la cinématique, hein, cette variable petit a vaut 1 et reste égal à 1. Bien. Bon, alors donc on a négligé l'influence de B2,
ça c'est parce que j'ai pris KV et delta, hein, et le deuxième invariant I de B. Hein. Alors, pour savoir si mon choix est valide, je n'ai qu'une seule possibilité, hein, c'est de vérifier que le changement de variable d'état est bijectif, c'est-à-dire que si je connais T, B1, B3 et I1B, je peux calculer TKV delta et inversement. Hein. Si vos choix de variables d'état physique, hein, TKV delta A, ne sont pas corrects, eh bien vous ne pouvez pas, il faut le vérifier, c'est indispensable. Sinon, vous faites un choix de variables d'état qui ne sont pas indépendantes, hein, et donc il faut faire attention à ça. Hein. Voilà. Alors donc là, il y a un petit travail. Et donc c'est vraiment ce qui caractérise le modèle que vous êtes en train de construire, c'est ce choix de variables d'état. Hein. Parce que ça, c'est essentiel dans le modèle qu'on construit. Hein. Donc on a choisi d'ignorer l'invariant B2, de dire que toutes les déformations sont équivalentes du point de vue de, parce qu'ils ont tous la même distorsion stérique maximale, hein, et le petit a, donc, qui traduit partiellement, hein, l'orientation de la direction d'anisotropie par rapport à l'infinité de tenseurs qui sont définis par les deux invariants précédents. Vous voyez ? Ça, c'est un travail délicat quand on construit un modèle. Hein. C'est d'obtenir ce résultat, cette bijection, hein, entre les variables d'état de départ, donc, et les variables d'état que vous avez choisies et qui ont une signification physique précise. Hein. La température, on sait ce que c'est. KV, c'est la dilatation volumique, on peut maîtriser ça dans les expériences. Delta, c'est la distorsion stérique, on maîtrise ça dans une expérience de cisaillement comme en isotropie. Et le petit a, eh bien, on fera varier l'orientation de la direction d'anisotropie par rapport au cisaillement. Soit c'est dans le plan, et à ce moment-là, j'ai donné les formules de variation, soit c'est perpendiculaire au plan de cisaillement, et la direction d'anisotropie ne bouge pas. Donc, d'accord ? Voilà. Donc il faut avoir un petit peu ces idées derrière la tête quand on choisit nos variables, hein, que ça soit sensé. Et de toute façon, la vérification, c'est de vérifier que cette bijection existe bien. D'accord ? Voilà. Donc en fait, l'ancienne fonction de l'énergie de l'énergie libre de Helmholtz, eh bien, c'est maintenant en fonction de 4 variables au diode 6, et donc on a évidemment construit un modèle qui va être plus facile à identifier, avec beaucoup moins d'expérience, hein, et qui en plus ont du sens physique, c'est-à-dire qu'on arrivera expérimentalement à modifier ces variables une par une, ou presque. Bien. Donc, je reprends la loi de comportement que j'ai donnée avec B tout à l'heure, je fais toutes les transformations algébriques, hein, et voilà ma nouvelle loi de comportement, une fois qu'avec les variables T, KV, delta, A, hein, ça c'est de la pure algèbre. Hein, on prend la loi de comportement général, et puis on écrit les expressions des anciens invariants en fonction des nouveaux, etc. Et voilà, bon, c'est de l'algèbre. Hein. Tout cela est bien sûr détaillé ligne par ligne dans le PDF, mais je ne vous impose pas ce calcul. Hein. Alors, on peut constater que, à cause du choix, c'est comme en isotropie, le coefficient de B2 a disparu. Hein. S'il n'y a pas de quelque chose multiplié par B2 comme dans la loi générale, ben c'est parce que vous allez revoir dans la formule générale, le coefficient de B2, c'était des dérivés par rapport au deuxième invariant, B indice grand 2. Hein, et donc, évidemment, puisqu'on a négligé cet invariant, ça n'apparaît pas. Hein. Mais attention, hein, ce n'est pas une entourloupe. Si vous prenez un autre tenseur de déformation, comme par exemple vous remplacez B par V2, eh ben, ça ne sera plus du tout, le coefficient de V2 va exister, parce que c'est pas le deuxième, vous allez dériver pas par rapport au non, pardon, excusez-moi, je reprends doucement. Négliger l'influence de B2, ça n'est pas négliger l'influence de V2, parce qu'ils n'ont pas la même signification physique, la même signification cinématique. Voilà, donc bon, donc ça se produit avec B, c'est un hasard, hein, mais sans plus. Voilà. Donc, le détail du calcul, vous pourrez le vérifier, et je vous engage à le faire. C'est du calcul technique, algèbre. Hein. Donc, il reste à construire maintenant une fonction f psi en fonction des 4 variables que j'ai retenues. Hein. Pour l'instant, je n'ai retenu que les variables d'état qui me semblaient significatives. Eh bien, on va faire le même chemin que la dernière fois.
Donc on va définir un chemin qui me permet d'atteindre un état quelconque, donc avec un T, un KV, un delta et un A quelconque, hein, et pas à pas, dans des transformations élémentaires que je peux maîtriser ou approcher expérimentalement, hein, et donc comme ça je vais construire une énergie libre qui va être fonction d'expériences faciles à faire ou à idéaliser. Voilà. Alors le premier passage, on part d'un état initial à la température T0 et sans aucune déformation, c'est-à-dire KV égale 1, delta égale 1 et petit a égale 1. D'accord? Et je change seulement la température. C'est le chemin que j'appelle C1. Ensuite, dans la deuxième étape, je garde la même température, mais je fais évoluer la dilatation volumique. Donc ça, c'est une dilatation sphérique. Mais attention, dans une dilatation sphérique, le tenseur des contraintes qu'on va obtenir ne sera pas sphérique, parce qu'on est anisotrope. Hein? Attention, d'accord? C'est la déformation qui est sphérique, j'ai un KV, hein, mais le tenseur des contraintes n'est pas sphérique. Bon, alors tout ça est détaillé, bien sûr, dans le papier. Ensuite, vous avez le C3, le chemin C3. On va faire varier la distorsion stérique, mais sans faire varier la variable petit a. Ça veut dire que dans cette expérience, pour faire varier la distorsion stérique maximale, je vais faire une expérience de cisaillement, comme en isotropie, mais je vais m'arranger pour que ce cisaillement soit fait dans un plan perpendiculaire aux directions d'anisotropie, et je sais qu'elles vont rester perpendiculaires. D'accord? Donc il faut avoir de la matière pour faire un essai de cisaillement tel que la direction d'anisotropie, j'en ai qu'une pour l'instant, hein, soit perpendiculaire au plan de cisaillement. D'accord? Bien. Et puis, la dernière expérience, il faut faire varier le petit a, c'est-à-dire précisément l'orientation de la direction d'anisotropie par rapport aux directions principales du tenseur de déformation. Alors ça, on y arrive en refaisant un essai de cisaillement, mais en mettant la direction d'anisotropie dans le plan de cisaillement. D'accord? Alors là, il y a je ne vais pas vous faire toute la démonstration de cinématique, c'est donné dans le papier, mais un effort d'imagination. Hein. C'est-à-dire que quand on fait un cisaillement, on connaît le grand F, d'ailleurs je l'ai exprimé tout à l'heure, donc on peut calculer B, grand F transposé, et calculer les directions propres de ce tenseur. D'accord? Et puis on connaît aussi la direction d'anisotropie. Et ces deux choses varient en angle par rapport à E1 différemment. D'accord? Donc cette analyse cinématique, elle est complètement détaillée dans le polycopier, et elle me montre que la variable petit a varie donc en augmentant la valeur du cisaillement, donc le coefficient gamma, le coefficient expérimental gamma, hein, et dans un sens ou dans l'autre, et ça ne va pas donner la même chose dans un sens et dans l'autre, hein, puisque imaginez une direction d'anisotropie qui soit orientée comme ça, par exemple. Bon, bah, si vous cisaillez comme ça, elle va s'incliner comme ça, mais en revanche, si vous cisaillez dans l'autre sens, elle va se redresser. Vous voyez? Bon, donc en fait, c'est assez cinématiquement, c'est intéressant de regarder ce petit problème, et je l'ai complètement détaillé. Et donc, vous verrez que en fait, la variable grand A varie entre deux valeurs maximales, qui sont les directions propres, les allongements propres de la déformation. Hein. Donc lambda 1 et lambda 3. Vous voyez? Alors donc tous, et dans un cisaillement, en plus, lambda 1 est égal à 1 sur lambda 3, c'est-à-dire en fait on n'a qu'un seul lambda, lambda et 1 sur lambda. Donc ça c'est de la cinématique, un bon exercice de cinématique d'ailleurs, que vous pourrez reprendre en détail, mais c'est pas vraiment, c'est de la cinématique, c'est tout, c'est un exercice de cinématique. Hein. Et donc je sais comme ça faire varier, en changeant la direction initiale d'anisotropie dans le départ de l'expérience, eh bien je sais faire varier le petit a entre la valeur minimale et la valeur maximale, et vous verrez dans cette cinématique, je donne le détail, comment il faut se débrouiller pour obtenir la valeur maximale de A ou la valeur minimale de A, etc. Hein. Donc voilà, alors c'est l'expérience, c'est pas forcément la plus difficile à faire,
Parce que l'idée, c'est de dire, bon, bah tiens, je prends mon matériau isotrope transverse, je le mets d'une certaine manière dans le plan de cisaillement, et puis je cisaille, et puis je regarde, c'est tout. Hein. C'est l'interprétation qu'il faut regarder en cinématique pour voir que je suis bien capable d'obtenir toutes les valeurs de petit a. D'accord ? Voilà. Bon, alors j'ai été un peu bavard parce que j'ai pas... il faut quand même faire comprendre tout ça, mais tout ça est expliqué bien en détail. Alors, bon, la démarche. Fpsi, bon, bah, puisque je regarde une fonction d'état, au bout du premier chemin, j'ai une première variation de la fonction d'état, puis une autre, et puis la variation de psi totale, c'est la somme. Hein. Donc, c'est une certaine fonction G1, plus une fonction G2 pour le chemin C2, qui est fonction de la température initiale et de kV, de la dilatation volumique que j'impose dans le chemin C2, plus une fonction chez G3 qui est fonction de T, de kV et du delta que j'impose, hein, par un cisaillement, mais dans ce chemin C3, je le rappelle, la direction d'anisotropie ne bouge pas, c'est-à-dire que la variable petit a est égale à 1, d'accord? Et ensuite, la dernière expérience. Alors bon, ça fait beaucoup d'expériences, mais c'est parce que quand on veut faire de l'anisotropie, eh bien, il faut un minimum de 4 variables d'état pour... donc il faut évidemment les faire varier une par une dans toutes les conditions. Hein, j'y peux rien. Hein. Bon, voilà. Ensuite, une fois que j'aurai identifié les fonctions G1, G2, G3 et G4, eh bien, je saurai calculer l'entropie avec la relation de Helmholtz, hein, en fonction de G1, G2, G3, G4. L'énergie interne aussi, bien sûr, hein, et le sigma aussi, puisqu'il s'exprime en fonction de l'énergie libre. Je ne l'ai pas écrit, c'est la formule que j'avais écrite. Voilà. Tout ça, c'est des fonctions de G1, G2, G3, G4 à identifier. D'accord ? Bien. Les équations à résoudre. La première expérience, bon, c'est exactement le même raisonnement. On fait varier la température et c'est tout. C'est à des formations bloquées. Hein. Peut-être que expérimentalement c'est difficile à faire, mais on peut approcher cette expérience en plusieurs étapes. C'est comme on veut. Hein. Voilà. Et donc, ça, c'est une mesure de capacité thermique. Hein. C'est-à-dire, on regarde la quantité de chaleur pour obtenir telle température. Hein. Donc, vous allez mesurer Q1x, c'est une mesure expérimentale en fonction de T, c'est un truc que vous avez à faire, des expériences à faire. Et ça, c'est la variation d'énergie interne. Hein. D'énergie interne, pas d'énergie libre, parce que ce que j'écris ici, c'est le principe de la conservation de l'énergie. Hein. Variation de l'énergie interne, plus la variation d'énergie cinétique, on l'enlève, parce qu'on va faire des expériences soit très très lentes, soit même carrément arrêtées. Hein, parce que quand on fait des mesures thermiques, quand on veut être sûr de la température, il faut vraiment attendre que ça soit bien uniformisé. Hein. Bon, et donc égale la quantité de chaleur que vous devez apporter à chaque fois. Vous voyez ? Donc il faut faire attention à ça, c'est si on veut être précis, hein, puisqu'on va faire ça non pas sur une particule, mais sur une éprouvette dans un état supposé uniforme, hein, eh bien quand vous apportez de la chaleur, c'est forcément à travers la frontière, inévitablement. Il n'y a pas d'autre moyen de chauffer à l'intérieur. Et donc, vous allez devoir attendre que la température soit bien celle que vous croyez, hein, pour faire la mesure de la quantité de chaleur que vous avez apportée pour obtenir cette température. Bon, c'est les mesures les plus délicates, la calorimétrie, hein, vraiment. Hein. Bien, donc c'est une chaleur massique, hein, c'est-à-dire joule par kilo, il faudra peser votre éprouvette. Hein. Et puis, vous mesurez les quantités de chaleur apportées. Bon, ça, souvent, c'est des résistances électriques. C'est facile de mesurer la puissance. Voilà. Ensuite, la deuxième expérience, on doit faire varier la dilatation volumique. Donc ça, c'est une expérience difficile aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on veut une déformation sphérique, mais sur un milieu anisotrope. Hein. Donc c'est quand même, là, contrairement à l'isotropie où on se disait on va prendre un fluide sous pression, non, ça ne marche pas, puisque le tenseur des contraintes n'est pas sphérique. C'est la déformation qui est sphérique. Donc il faut être capable d'imposer les 3 déformations. Alors il y a des machines d'essai de traction triaxiale qui prétendent l'être. Hein. Mais en tout cas, ce genre d'expérience, à mon avis, il faut essayer de l'approcher en plusieurs étapes. Hein, c'est-à-dire de recomprimer ce qu'il faut pour qu'on ait la même dilatation volumique dans toutes les directions. C'est assez difficile à réaliser.
Bon, mais ce n'est pas tellement important parce que c'est toujours facile à idéaliser. Hein. Bon, et donc on fera, donc ce que je mesure, c'est la contrainte moyenne, c'est-à-dire la trace du tenseur des contraintes, qui lui n'est pas sphérique, je le rappelle. Hein. C'est-à-dire que la dilatation sphérique, c'est-à-dire vous faites la même dilatation dans toutes les directions, y compris dans la direction d'anisotropie, hein, et dans la direction d'anisotropie, ça ne vous donnera pas la même contrainte, hein, que dans les deux autres directions. D'accord? Voilà. Bien. Ensuite, dans le chemin C3, on fait varier uniquement la variable delta, c'est-à-dire qu'on ne veut pas varier l'orientation de la direction d'anisotropie par rapport au tenseur de déformation. Donc ça, en fait, c'est on mesure la contrainte tangentielle dans un glissement avec la direction d'anisotropie égale E3, c'est-à-dire perpendiculaire au plan de glissement. Vous voyez? Donc là, c'est comme un essai isotrope, hein, mais avec la direction d'anisotropie perpendiculaire au plan de glissement. Hein. Vous vérifierez en cinématique que si elle est perpendiculaire au plan de glissement, elle reste perpendiculaire au plan de glissement. C'est-à-dire que la variable petit a ne bouge pas dans cet essai. D'accord? Voilà. Et la dernière expérience, donc, qui demande pas mal de travail, c'est de faire ces essais-là avec la direction d'anisotropie, cette fois-ci dans le plan de glissement, hein, et à différentes valeurs, hein, à différentes orientations initiales. Vous pourrez calculer l'orientation actuelle avec les formules que j'ai données tout à l'heure, hein, et donc vous pourrez calculer la valeur de petit a pour chacun des états dans lesquels vous faites la mesure. Vous voyez? Bon, a priori, ce n'est pas le plus difficile à réaliser, mais il faut le contrôler de manière correcte, hein, c'est-à-dire évaluer correctement la valeur de petit a, non pas en fonction de la direction initiale de l'anisotropie, mais de la direction actuelle de l'anisotropie. Hein, donc avec les formules que j'ai données. Et la direction actuelle d'anisotropie, quand vous continuez votre cisaillement, eh bien, elle change tout le temps, il faut la recalculer en fonction du gamma. D'accord? Bien. Donc, on mesure encore une contrainte tangentielle dans ce glissement-là. Bien. Alors, quand on a fait ces 4 séries d'expériences, eh bien, je rappelle donc que les termes de gauche sont des fonctions de G1, G2, G3, G4. Hein. À droite, c'est des mesures. Eh bien, on résout ce système d'équations différentielles en G1, G2, G3, G4. Ça se fait exactement comme en isotropie. Et donc, j'aurai la solution que je donne ici. G1, voilà son expression. Elle est fonction uniquement de la mesure thermique. Hein. G2, eh bien, elle ne dépend que de la contrainte expérimentale, d'une contrainte moyenne expérimentale, hein, la contrainte moyenne, hein, parce que le tenseur des contraintes, je le répète, n'est pas sphérique, hein, dans une dilatation sphérique. Hein. Donc, la contrainte moyenne, dans le chemin 2. G3 dépend des mesures expérimentales que vous avez faites sur la contrainte de cisaillement sigma 1,2. Hein. Et le G4, eh bien, vous avez cette expression-là qui est un peu compliquée. Enfin, je l'ai condensée pour la donner au tableau. Lambda, c'est les valeurs propres de la déformation. Hein. Vous vous rappelez, dans un cisaillement, c'est lambda et 1 sur lambda. Donc lambda, c'est la plus grande. D'accord ? Et puis petit a, le f de petit a, c'est donc une fonction sinusoïdale en fait qui est fonction de l'orientation. Hein. Alors je ne l'ai pas détaillée ici, elle est donnée dans le polycopier évidemment. Hein. Donc je l'ai résumée ici. C'est une fonction de l'orientation de la direction actuelle d'anisotropie par rapport aux directions actuelles de déformation. Vous voyez ? Et c'est évidemment une fonction sinusoïdale, puisque donc c'est en fait f de petit a, ça peut s'exprimer en fonction des angles. Donc tout ça est détaillé. Ce n'est pas très important de faire tout ça. Donc vous aurez les expressions de lambda et de f de petit a dans le polycopier. Hein, je ne vous les recopie pas, ça fait des formules un peu longues. D'accord ? Mais bon, si on veut être rigoureux, c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, les fonctions, les 4 fonctions rouges là qui sont marquées dans les équations, eh bien, c'est soit des mesures expérimentales que vous avez effectivement faites,
Soit vous avez choisi de les idéaliser pour simplifier votre modèle. Ça, c'est sous votre responsabilité. Vous voyez? Voilà. Bon, alors donc, elles peuvent être idéalisées. Alors, je peux revenir sur cette démarche. Vous voyez, j'ai choisi un chemin pour faire varier les 4 variables d'état une par une. Hein, parce que ça me paraissait sain comme démarche pour construire une énergie libre qui était la somme de termes dont la signification était contrôlée. Bon, en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'expérimentalement, je dois suivre ce chemin. On peut très bien opérer autrement, c'est-à-dire, bon, j'ai un espace à 4 variables d'état, je fais des points de mesure partout dans cet espace, et puis j'extrais de cet espace par des coupes. Hein. Par exemple, pour la première expérience, je fais des coupes par le plan 1, 1, 1 dans l'espace de dimension 4. Hein. Et à ce moment-là, j'obtiens la courbe expérimentale à interpoler éventuellement pour la lisser. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour identifier les fonctions G1, Q1exp, taux, sigma de exp, contrainte moyenne, etc., ces choses-là, vous pouvez les faire en fait dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre que j'ai donné au début. Hein. Simplement, à partir de ce paquet de données donné dans R4, vous en tirez les expériences Q1exp, sigma de exp, taux 2, etc. Vous voyez ? Donc en extrayant de cette base de données l'expérience, et puis entre ces points de mesure, eh bien, vous faites des interpolations évidemment, et vous obtenez en fait des fonctions qui seront éventuellement facilement intégrables pour calculer les fonctions G1, G2, G3, G4. Vous voyez? Voilà, bon, donc ce que je donne, c'est une méthode pour construire quelque chose une énergie libre de Helmholtz physiquement sensée. Cette méthode donc, me permet de déterminer les fonctions G1, G2, G3, G4, et psi, ça sera la somme de cela, et puis vous déduisez toutes les autres fonctions d'état avec la relation de Helmholtz, l'énergie libre, et évidemment aussi la loi de comportement. Hein. Ça n'impose pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire à cause de mon exposé, qu'il faut faire les expériences dans cet ordre. C'est-à-dire que ces fonctions expérimentales, Q1exp, sigma de EPS, taux 2 et taux 3, vous pouvez les extraire d'un paquet d'expériences que vous avez fait dans tout l'espace des variables d'état. Vous voyez? C'est une autre manière de procéder. Bon, possible. Voilà, donc pour la construction d'un modèle. Donc en synthèse, résumé du modèle construit. Les variables d'état tensorielles, ça, on n'a pas le choix. Hein, c'est-à-dire que puisque je fais de l'isotropie transverse, hein, c'est forcément T, B et NT. Où j'ai du choix, c'est que parmi les 6 variables d'état maximum possibles, j'ai le droit de faire des éliminations physiquement sensées. Donc ici, j'ai décidé de ne prendre que KV delta pour les invariants de B, ça c'est un choix. Ça conditionne votre modèle. D'accord? Et d'autre part, le premier invariant le petit a qui est donc le I1B, donc B2.NT, divisé par la dilatation volumique. Ça c'est des choix. Hein, et des choix pas tout à fait libres, parce qu'il faut qu'il y ait cette bijection entre les variables d'état initiales et les variables d'état que vous avez choisies. Voyez, s'il n'y a pas de bijection, les variables que vous avez choisies ne sont pas indépendantes et c'est un modèle qui ne tient pas debout. D'accord? Bien. Voilà. Donc, la première étape pour la construction d'un modèle, c'est cette étape-là. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est significatif, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est très important. Hein. 4 séries d'expériences pour ce modèle. Donc, Q1exp, sigma 2exp, je rappelle, c'est une contrainte moyenne, c'est le tiers de la trace, et que sigma n'est pas sphérique, hein, en anisotropie. Ensuite, taux 3exp, ça c'est un cisaillement, mais sans faire varier petit a, c'est-à-dire donc la direction d'anisotropie est perpendiculaire au plan de cisaillement. Hein. Et taux 4exp,
Alors cette fois-ci, la direction d'anisotropie est dans le plan de cisaillement et ça fait varier la variable petit a, l'orientation de la direction d'anisotropie par rapport aux directions principales de déformation. D'accord? C'est cette partie-là, j'ai peut-être pas été assez courageux pour exposer la cinématique, mais c'est vraiment bien détaillé dans le poly et je vous demande de regarder ça de manière très précise pour comprendre qu'effectivement, je fais varier l'orientation de la direction d'anisotropie par rapport aux directions principales de déformation en faisant un cisaillement avec la direction d'anisotropie dans le plan de cisaillement. Ça, c'est de la cinématique qu'il faut regarder de très près pour comprendre ce qu'on fait. D'accord? Voilà, qu'on fait bien donc varier l'angle entre la direction d'anisotropie et les directions principales de déformation. Donc ces 4 expériences déterminent complètement le modèle, les fonctions d'état et la loi de comportement mécanique. Voilà. Alors, autre choix que vous avez à faire, c'est les idéalisations. S'il y a des expériences que vous ne voulez pas faire, vous voulez les idéaliser avec des formules. Par exemple, la variation de la chaleur en fonction de la température. Vous mettez un CP ou un coefficient constant, pas constant, etc. Ça vous regarde. Moi, je ne veux pas vous engager à faire ça sans expérience, mais si vous avez dans la littérature des données fiables, il n'y a aucune raison de ne pas les utiliser. Vous voyez? Bon. Et donc, si vous les idéalisez, eh bien, il faut le faire de manière physiquement raisonnable, parce que sinon, c'est évidemment un modèle stupide que vous allez construire. Voilà. Et donc, en tout cas, quelle que soit l'idéalisation, même pas raisonnable, il est certain que vous allez construire un modèle élastique, isotrope, ou isotrope transverse ici, pardon. C'est-à-dire que vous pouvez idéaliser comme vous voulez, vous aurez un comportement exotique, mais ça sera parfaitement élastique, c'est-à-dire que la dissipation intrinsèque sera nulle dans toute transformation. Ça, il n'y a aucun, c'est garanti. Simplement, choisir des idéalisations arbitraires, comme ont pu le faire les premières personnes qui, en élasticité isotrope, ont proposé des potentiels, comme par exemple la loi de Kirchhoff, etc., Piola-Kirchhoff, eh bien, ils ont proposé des trucs en fonction des invariants sans comprendre la cinématique, sans comprendre la signification de leurs expressions, et ça donne des comportements qui peuvent être exotiques, voire physiquement absurdes, comme par exemple une contrainte qui tend vers 0 quand on comprime au maximum. Vous voyez, c'est des choses... Voilà. Donc, ce que j'essaye de dire par cette méthode de construction, c'est qu'il faut que la construction de l'énergie libre que vous prenez en fonction des variables d'état que vous avez retenues soit physiquement sensée, donc basée sur un minimum d'expérience, ou sur des idéalisations qui ressemblent à des expériences. Parce que sinon, vous allez construire un modèle certainement thermodynamiquement admissible, la dissipation sera nulle, mais dont le comportement va être exotique. Vous voyez? C'est ça que je veux soutenir. Voilà. Bon, alors donc, l'isotropie transverse, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on a défini ce que c'était, on a dit les variables d'état tensorielles, elles sont données là. Après, c'est votre responsabilité de modélisateur de dire telle variable d'état scalaire est significative ou pas significative. Ça, c'est un choix. Et après, construction de l'expression de l'énergie libre en fonction d'expérience. Donc, je vous ai montré une expression d'énergie libre qui, dans la page précédente, qui était fonction des 4 mesures qu'il y avait là. Ces 4 mesures peuvent être des vraies mesures ou idéalisées, ou extraites d'une base de données d'expérience dans l'espace R4 des 4 variables d'état à toute température, où tout kV, tout delta et tout petit a. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit de faire des expériences, pas forcément dans l'ordre que j'ai donné. Le tout, c'est d'extraire de cette base de données de mesures les 4 mesures qu'il y a là et de les traiter, comme je l'ai dit, pour construire l'énergie libre. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Parce que j'ai fini l'anisotropie transverse. Enfin, l'isotropie transverse. Ça va? Bien. Alors, on va tout faire. Ça s'appelle ce que j'ai appelé, moi, l'élasticité générique. C'est-à-dire, on ne va pas prendre une seule
directions d'anisotropie, on va les prendre toutes. Et en fait, ce que je vais faire, c'est exactement la même chose, juste vous résumer une démarche pour avoir une expression générale de tout ce qui se passe pour toute l'élasticité, isotrope ou non. Hein, voilà. Alors, quelles sont les variables d'état d'un modèle élastique? Je répète, isotrope ou non. Hein. Alors, on a les variables d'état tensorielles, on n'a pas le choix, on ne peut pas en mettre plus. Hein. Si vous en avez en plus, comme des variables mnésiques, ça n'est plus élastique. On verra ça lors du prochain cours. Hein. Donc, il y a ça au plus. Mais simplement, j'ai mis un point à n, hein, c'est-à-dire qu'il y a un numéro. Il peut y avoir autant de directions d'anisotropie que vous voulez. D'accord? Bien. Alors, c'est vrai qu'il y a des milieux très compliqués, mais je vous préviens, l'identification du comportement de ce modèle va être compliquée. Hein. Mais vous pouvez imaginer, par exemple, quelque chose qui est basé sur un tissage. Il y a au moins 2 directions d'anisotropie. Hein. Mais il peut y avoir aussi des tissages tridimensionnels à 3 fils, 4 fils, 5 fils. Ce n'est pas interdit, tout ça. Hein. Vous voyez? Et à chaque fois, vous avez une direction d'anisotropie. Pour chaque fil. Hein. Donc, ça va vous multiplier le nombre de variables d'état. Hein. Et donc multiplier l'identification du modèle. Vous voyez? Si vous voulez tenir compte de toutes les anisotropies, ça va être compliqué. Puisque, en fait, vous avez vu, les 3 variables d'état du tenseur de déformation, déjà, on peut les réduire à 2. Bon, peu ça. Mais pour chaque direction d'anisotropie, j'ai 2 invariants supplémentaires qu'on peut réduire à 1 si on veut, mais ça s'ajoute. Hein. C'est-à-dire qu'il y a autant de variables d'état de rajouter. Donc j'aurais un petit A1, petit A2, petit A3, hein, si je gardais les simplifications que j'ai faites. Vous voyez, c'est un peu... c'est pas que théoriquement ça soit compliqué, hein, c'est simplement que expérimentalement, ça va devenir de plus en plus lourd, hein, parce que vous devez faire varier toutes les variables. Et en plus, en l'occurrence, en cas de multiples anisotropies, vous ne pourrez plus les faire varier une par une. Même si on le fait mentalement pour construire l'énergie libre, on ne peut plus expérimentalement les faire varier une par une. Hein. Donc il faut vraiment faire un tas d'expériences et puis extraire de ce paquet de points les expériences idéales que j'ai données. D'accord? Oui. Hein, c'est-à-dire en faisant varier chaque variable d'état une par une. D'accord? Bon. Alors, mais donc ça se résume comme ça. Hein. Donc, un tenseur de déformation objectif, j'avais pris grand B, hein, parce que c'est vraiment celui qui donne le moins de calcul. Hein. N directions actuelles d'anisotropie. Donc ces variables d'état là, qui sont la déformation et l'anisotropie, pour faciliter le vocabulaire, je vais les appeler des variables d'état cinématiques. Hein. C'est-à-dire que, bon, voilà. Et puis le T, je le mets à part toujours, hein, parce que c'est pas cinématique, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du mouvement. Hein. Voilà. Les variables d'état retenues en rouge. Là, votre première responsabilité dans la construction du modèle, c'est de dire, voilà, parmi toutes les variables d'état scalaires que je peux construire à partir du théorème des fonctions isotropes, je choisis celle-là, celle-là, celle-là et pas celle-là. Vous voyez ? À condition, et ce n'est pas toujours facile, de les choisir indépendantes. Hein, ça, c'est important. Hein, variable d'état cinématique. Donc, les I-points que j'ai groupés ici, c'est soit des invariants du tenseur de déformation grand X, ou des invariants croisés du type grand X2.nt ou grand X2.nt, donc les trucs qui fixent l'orientation relative de la direction d'anisotropie numéro point, hein, par rapport au tenseur de déformation, ou des combinaisons, comme je l'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai divisé par kV parce que ça m'arrangeait dans mes expériences, mais ce n'est pas obligé. Hein, bon, voilà. Et objectif et indépendant. Alors objectif, c'est sûr, parce que si vous prenez un tenseur de déformation objectif, ça sera objectif, les invariants, il n'y a pas de problème. Mais indépendant, ça, il faut y faire attention. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir exprimer vos invariants dans un sens et dans l'autre pour vérifier qu'ils sont bien indépendants. C'est pas toujours facile. Et en général, donc, choisis pour leur signification cinématique, c'est-à-dire que ça, c'est pour aider. C'est pas forcément obligé, à vrai dire, si vous prenez tout. Vous n'avez pas besoin. Simplement, il faut faire des expériences en faisant tout varier. Mais ça, c'est pour construire une fonction énergie libre
qui est physiquement raisonné. Hein, c'est comme je l'ai fait dans la page précédente, hein, en suivant un schéma pour passer d'un état à un autre progressivement, et donc pouvoir additionner les différentes fonctions. Ensuite, il faut savoir calculer les dérivées particulières des variables d'état que vous avez choisies, parce qu'on en a besoin dans l'expression de la dissipation intrinsèque. Bon. Alors, elles s'écrivent toutes comme ça. C'est-à-dire que la variable d'état IJ, c'est un certain tenseur SJ de point D, toujours. Hein. Le tenseur SJ, il est toujours symétrique, mais il est particulier à chaque variable d'état. Hein. Alors bon, je vais rappeler quelques exemples pour vous montrer tout ça. Bon, par exemple, l'invariant la dérivée particulière du premier invariant de B, eh bien, ça s'écrit 2B de point D. Hein. Donc le tenseur symétrique, là, dont je parle, c'est 2B. D'accord ? L'autre, eh bien, c'est le tenseur symétrique, c'est ce qui est en rouge. Vous voyez ? Celui-là aussi. Bon, ça, c'est des expressions cinématiques que j'avais déjà données. Hein. Bon, là, je rappelle, par exemple, le tenseur SJ, là, pour le premier invariant I1B, hein, eh bien, c'est celui-là. Hein, et là, c'est celui-là. Alors, après quelques exercices, parce que vous n'êtes pas obligé de choisir ces invariants-là, vous pouvez, par exemple, calculer l'invariant de delta. Hein, mais comme le delta s'exprime en fonction des invariants de B, eh bien, la dérivée, ça va s'exprimer exactement de la même manière, en fonction des invariants de B, donc avec des 2 points D, vous factorisez ça, et donc vous aurez ça. Hein, c'est juste du calcul. Hein, et puis, je vous donne le dernier, le petit a. Voilà, c'est la variable petit a que j'avais choisie, c'était I1B, hein, c'est-à-dire donc B, 2 points NT, divisé par la dilatation volumique KV. Bien, si vous calculez cette dérivée particulière, eh bien, ça va s'écrire sous la forme de 2 points D, c'est du calcul. Hein. Bon, alors, donc, il faut savoir écrire ça. Quand vous avez construit votre modèle, hein, vous voyez la démarche, choisir des variables d'état, de préférence pour leur signification physique. Hein. Deuxièmement, savoir calculer leur dérivée particulière, hein, et donc la calculer une fois pour toutes, hein, suivant la variable d'état que vous avez choisie. D'accord ? Ici, on a choisi delta, donc il faut savoir calculer delta point sous la forme de quelque chose de point D, hein, et le petit a aussi. Hein. Et puis, vous avez peut-être pris un autre tenseur de déformation, vous aurez d'autres invariants, donc ça va s'écrire du même genre aussi, hein, mais donc il faut les écrire pour pouvoir écrire l'expression de la dissipation intrinsèque. D'accord ? Bien. Alors donc j'ai mis des petits points parce que pour dire, bah oui, bah, c'est la liste, ça dépend des choix que vous avez faits, hein, sur les variables d'état cinématiques retenues. Bien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un comportement élastique ? On aura l'énergie libre de Helmholtz, donc qui sera fonction des invariants que vous avez retenus, I1, IP. Hein. Sa dérivée particulière va s'écrire assez simplement, en fait, à condition de savoir écrire les I.J. Hein, mais bon, je viens de les détailler tout à l'heure. Hein. Et donc, c'est comme ça. Et donc, là, les I.J, je les détaille. C'est des SJ que vous connaissez. Hein, 2 points D. Hein. Et donc, la dissipation intrinsèque nulle, voilà sa forme générale. Hein, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Voici, donc ça c'est la forme générale de la dissipation intrinsèque. Le psi point, je le détaille. Donc il y a la dérivée par rapport à t point, et puis la somme des dérivées par rapport aux i.j avec le sj. Hein, vous voyez ? Bon, relation de Helmholtz, raisonnement habituel, ceci est égal à 0. Hein, je ne recommence pas. Voilà. Le comportement mécanique, eh bien, il se tire du reste de la dissipation intrinsèque qui est en fonction de 2 points D et qui doit être vrai quel que soit D. Hein. Donc voilà la forme générale de tous les comportements élastiques, isotropes ou non. Vous voyez ? À condition que vous ayez les SJ. Hein. Alors c'est un bon exercice de voir que cette forme générale de toutes les lois de comportement élastique, lorsque vous faites les choix que vous connaissez donc sur I1IP qu'on a fait précédemment, on retrouve bien les lois que j'avais écrites dans les cas particuliers de l'isotropie et de l'isotropie transverse. Vous voyez ? Donc en fait, vous voyez que le travail de construction d'un modèle élastique, il est
le premier pas essentiel, c'est de choisir les variables d'état scalaires significatives. Hein. Et puis ensuite, en écrivant l'énergie libre, eh bien, voilà la forme générale de toutes les lois de comportement élastique, isotropes ou non. Hein. C'est en ce sens que j'appelle ça l'élasticité générique. Ça cache un petit peu, parce que dans les SJ, bien sûr que vous avez le tenseur de déformation, bien sûr que vous avez les directions d'anisotropie. Hein. Donc ça cache un petit peu le fait que, effectivement, le tenseur des contraintes dépend de ces deux tenseurs. Mais c'est un résumé extrêmement concis de toutes les lois de comportement élastique. Bien. Donc, pour finir, le premier travail, et ça c'est un travail de votre responsabilité de modélisateur, choisir les variables d'état scalaires significatives et indépendantes, parmi toutes les variables d'état possibles qui sont données par le théorème de fonction isotrope. Alors quand je dis choisir, vous pouvez les prendre toutes, vous ne prenez pas de risque, mais vous aurez beaucoup d'expérience à faire parce qu'il y a plus de variables d'état et donc l'espace des variables d'état est de dimension plus importante. Hein. Voilà. Calculer les tenseurs SJ, comme je viens de le dire, hein, et construire une fonction fψ physiquement sensée, suivant comme le chemin que je viens d'indiquer, en faisant varier les variables d'état, soit au hasard et en extrayant à partir de toutes ces expériences les Q1x, sigma 2x, tau 3x et tau 4x, ou bien vous les faites vraiment en essayant de les faire l'une après l'autre, mais ça devient de plus en plus difficile avec le nombre d'anisotropies. Vous voyez ? Et la loi de comportement mécanique, elle est automatique, elle s'écrit toujours comme ça. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait vos SJ, hein, elle s'écrit comme ça. Hein. Et puis, donc, le fψ a déterminé, comme je viens de le dire, avec la méthode que j'ai donnée de construction de psi raisonnée pour avoir quelque chose qui soit basé sur des expériences. D'accord ? Voilà. Alors donc, moi, j'ai fini. Mais les expérimentateurs, eux, ont du travail. Hein. C'est-à-dire qu'il faut les difficultés. C'est premièrement les mesures de capacité thermique. Pour faire ce genre de mesures, et quand on fait varier déjà la capacité thermique, et puis aussi quand on veut faire des mesures à des températures données, eh bien, il faut avoir de la patience. Hein, parce que il faut attendre que les températures dans l'échantillon soit contrôlé donc suffisamment uniforme. Sinon, eh ben, vous allez avoir des inhomogénéités qui vont fausser vos mesures. Hein. Bon. Deuxième chose, donc oui, enfin, les mesures de capacité thermique, et puis d'autre part, les mesures mécaniques elles-mêmes à température constante. N'oubliez pas que quand vous faites quelque chose de mécanique, il peut y avoir des températures dues à votre physique. On montrera dans les illustrations dans la deuxième partie que, par exemple, quand on fait un essai de traction, eh bien, la température diminue. Donc, si vous croyez qu'elle n'a pas diminué, eh bien, vous allez fausser vos mesures, hein, puisque la température n'est pas celle que vous croyez. Vous voyez ? Voilà. Bien. Bon, je pense qu'il est temps de faire une petite pause. Hein. Je viens de parler 1h30. Donc, on va faire une petite pause et ensuite, on envisagera des choses un petit peu plus synthétiques. Hein. Donc, le problème élastique et des illustrations numériques faites. Bon, enfin, j'expliquerai le moment venu.